Voilà. Et puis, je vous laisse manœuvrer après ou Oui, manœuvrer. je... Bon. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, tac. Si je fais ça, c'est bon? Oui, c'est bon, On est sauf qu'on ne vous d'accord? voit plus. Si je fais ça, c'est bon? On voit la partie. Oh, bah, me voir, c'est vraiment, Bon, d'accord. c'est absolument nécessaire. Bon, c'est plus vivant, mais Oui, oui, non, mais rien que la voix, ça va être extrêmement vivant. Voilà. Je vous propose qu'on Oh, vise à 5h30, si ça vous convient. Oh, je pense que ça ira. Oui. Plutôt que de faire un discours général, il m'a semblé intéressant de vous présenter un exemple concret de l'usage des proportions et des nombres dans l'écriture rythmique d'une des pièces où sont employées les proportions les plus complexes du répertoire médiéval. Il s'agit d'une ballade mariale intitulée Sur toute fleur, la rose est coloriée, tirée du manuscrit dit de Chypre. Ce manuscrit a été réalisé au premier tiers du XVe siècle pour la cour franque des Lusignan, roi de Chypre. Au début du XVe siècle, le royaume de Chypre est la dernière des possessions conquises lors des croisades en Terre Sainte restées franques. Prise à la fin du XIIe siècle par Richard Cœur de Lion, l'île est restée sous la domination des Lusignans jusqu'en 1489, lorsqu'elle fut prise par les Vénitiens. Chypre fut une sorte de plaque tournante, à la fois un comptoir commercial et un avant-poste pour les tentatives de reconquête en Terre Sainte. La vie culturelle y est très riche, comme en témoigne ce manuscrit, probablement compilé sous le règne de Janus Ier de Lusignan. Ce manuscrit est une des principales sources de l'art subtilior. Il contient du plain chant, une messe polyphonique, des motets latins et français, dont certains sont isorhythmiques, et des pièces profanes, ballades, rondeaux, virelais, parmi lesquelles se trouvent 5 pièces au rythme particulièrement complexe, dont cette ballade. Toutes sont des unicats et sont anonymes. Ce manuscrit est conservé à Turin. Il est bien connu des musicologues. Il a fait l'objet d'une transcription en notation moderne par Richard Oppin. Son facsimilé est également disponible, édité par Karl Klug et Isabelle Data. 2 colloques lui ont été consacrés, l'un à Paphos en 1992 et l'autre en 2015 à Montpellier. Comme la plupart des ballades de ce manuscrit, Sur toute fleur, la rose est coloriée, est écrite à 3 voix, un cantus, un ténor et un contre-ténor. Dans ces ballades, chaque voix a un rôle contrapuntique bien précis. Le ténor est un socle sur lequel le cantus est bâti. Les intervalles privilégiés entre ces 2 voix sont des tierces et des sixtes. Les cadences se font sur des quintes et des octaves, mais leur richesse rythmique donne lieu à de nombreux retards et anticipations qui enrichissent les rapports entre ces 2 voix. Le contre-ténor leur est complémentaire et il a parfois des tournures mélodiques extrêmement acrobatiques. La notation de cette ballade, comme toutes les pièces profanes de ce manuscrit, dérive de l'ars nova français, celle qu'emploie Guillaume de Machaut au siècle précédent, mais avec de notables évolutions. Les principales figures de notes qui y sont employées sont des brèves, des notes carrées, des semi-brèves, des losanges et des minimes, des losanges surmontés d'une hampe. Une des caractéristiques de cette notation est la polysémie de ces figures de notes. La valeur rythmique des brèves, des semi-brèves et des semi-brèves change en fonction de leur contexte mensural, selon ce contexte indiqué par des signes de mensuration, mais qui doit parfois être déduit. Les brèves peuvent valoir 2 ou 3 semi-brèves et les semi-brèves peuvent valoir 2 ou 3 minimes sans que leur aspect ne change. Cette notation est bâtie sur un système d'interaction entre des figures de notes et des signes de mensuration auxquels ils donnent le contexte binaire ou ternaire de leur signification rythmique. Mais elle est également bâtie sur des interactions entre les figures de notes elles-mêmes. Selon ces 2 critères, une brève peut valoir de 4 à 9 minimes. Ces règles de notation sont rarement ambiguës et elles sont toujours appliquées rigoureusement. En particulier, les règles d'interaction pour noter des valeurs binaires qui, dans le cadre ternaire, n'ont pas de figure de note qui leur soit propre. On peut les noter de 2 manières, soit en rendant imparfaites
une figure parfaite, c'est-à-dire en enlevant une unité à une figure de note qui en vaut 3, soit en doublant une figure qui vaut une unité. Cette figure est alors dite altérée et elle vaut le double de la figure non altérée. Les compositeurs jouent avec ces règles de notation et bien des rythmes caractéristiques du style des pièces de cette période, en particulier de longues phrases en syncope, proviennent directement d'une autre règle, la règle de perfection qui stipule que dans un cadre ternaire, si deux figures de notes identiques se suivent, la première est toujours parfaite, c'est-à-dire qu'elle vaut toujours 3 temps. Cela peut provoquer des séries de syncopes tout à fait surprenantes. Je vous propose de regarder des exemples précis. Je vais vous montrer cette souplesse et cette polysémie avec des exemples tirés d'une autre ballade du manuscrit de Chypre qui, elle, n'a pas de proportion. Je veux loyalement aimer, c'est la ballade 87. Elle est en temps parfait pour relation majeure, c'est ce qu'indique le cercle avec le point, c'est-à-dire qu'une brève, les carrés, sont divisés en 3 semi-brèves qui valent chacune 3 minimes. C'est donc dans cette mensuration que la variabilité des durées des figures de notes est la plus grande, en particulier pour les brèves et les semi-brèves. Donc au tout début, ça saute, pardon. À la première mesure, on a 3 brèves. Celle du cantus vaut 9 minimes, celle du ténor vaut 9 minimes également, celle du contraténor n'en vaut que 6, parce qu'elle est rendue imparfaite par la semi-brève, le losange qui la suit. Pour vraiment être concret, je vais vous chanter le ténor en comptant les valeurs. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas quoi faire. Au secours, soccorso. Vous avez la souris, ouais. Je sais pas, j'ai tapé, ça a fait ça. Ouais, il a. Je vais refermer, réouvrir. Eh ben voilà. Donc il ne faut pas taper sur le. D'accord. Je ne le ferai plus, promis. Donc je vais recommencer. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez remarqué, à la deuxième mesure du ténor, on a une brève qui ne vaut plus que 4 minimes parce qu'elle est rendue imparfaite par la semi-brève. Là, elle est blanche, mais dans le manuscrit, elle est rouge, qui la précède, et par la semi-brève et la minime qui la suit. Donc, plus que 4 minimes. Et là, vous avez, avec la semi-brève et la minime de cette deuxième mesure au ténor, un exemple d'altération de la minime, d'une semi-brève par la minime qui suit. Hein. Et alors, il y a une chose qui est complètement contre-intuitive, c'est que, donc intuitivement, on pourrait penser qu'une semi-brève soit plus courte qu'une brève. Eh bien là, non. Vous avez donc au tout début du deuxième système une configuration où, donc je suis au ténor, mesure 5, où la deuxième semi-brève est dite altérée, c'est ce dont je vous ai parlé, et donc elle vaut 6 minimes. Et pourquoi est-elle altérée? Parce qu'elle est précédée d'un point qui marque la fin d'une perfection et qu'elle suit, elle est suivie. Ces deux semi-brèves sont suivies d'une brève. Et donc, ces deux semi-brèves doivent complètement remplir l'espace des 9 minimes. Donc, l'une vaut 3 et l'autre vaut 6 minimes. Voilà. Dans tout ce manuscrit, il y a une vraie joie de la notation. Ça rejoint ce que disait Philippe à propos de l'aspect visuel de la notation. Il y a un jeu donc, sur ces règles, mais il y a également un jeu sur les signes visuels. Là, si vous voyez, à la 3e ligne, un petit module
qui est tout à fait amusant. C'est sur le de, hein, vous voyez, au-dessus du de. Hein, et c'est là, voilà. Vous avez donc bon, une semi-brève, une brève, et puis un petit module qui se répète d'une ligature rouge. J'en parlerai plus tard, mais Philippe en a déjà parlé, d'une ligature rouge surmontée d'un point, suivie d'une brève, suivie d'une ligature de 3 notes noires surmontée d'un point, suivie d'une ligature rouge surmontée d'un point, et à nouveau une ligature de 3 notes surmontée d'un point. La ligature, c'est donc plusieurs notes prises dans un même trait de plume. Et donc là, vous avez une hampe vers le haut dans la première des ligatures rouges. Et donc, ça veut dire qu'on a 2 semi-brèves. Ces 2 semi-brèves étant rouges, là, pour le coup, c'est vraiment une figure de note binaire qui n'est sujette à aucune variation. Hein. Et alors, ce qui est assez rigolo également, c'est qu'on a là, au ténor, le deuxième endroit, oui, ça va, vous l'avez, le deuxième endroit encadré, pareil, un petit module rythmique qui se répète comme ça 2 fois, avec ce jeu sur ces ligatures rouges et ce point. Là, c'est moins visible parce que la première ligature descend, la deuxième ligature monte, donc elles n'ont pas exactement le même aspect. Et il y a encore des événements non sollicités. Il ne veut plus me remonter. Je crois qu'on va avoir des surprises. Bon, je vais faire la même chose. Ah, mais il est bloqué. Ah non, ça va. Voilà, ça donne ça à la transcription. Donc, on a 2 petits modules rythmiques complémentaires. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve vraiment extrêmement souvent dans ce manuscrit. Il y a une vraie joie de la composition, souvent des rythmes qui s'emboîtent. Là, vous voyez donc au milieu de l'image des petits silences de minimes avec une minime qui tombe absolument en même temps. Donc ça s'emboîte, les choses s'emboîtent. Les silences, on les voit à quoi là? Ah, pardon, oui, j'aurais dû être beaucoup plus. Ce sont les traits, les traits, voilà. Et donc les traits vers le haut sont des silences de minime, et les traits vers le bas, c'est des silences de celui du reste. Oui, j'aurais dû le dire, je suis désolée. Non, par exemple, on va avoir 3 minimes suivis d'un silence de minime, et au moment du silence de la minime, une autre voix va être complémentaire et va jouer une minime en même temps. Voilà, il y a vraiment un emboîtement entre les deux. Je vous propose d'écouter cette balade. Vous n'avez pas une transcription Non. Alors en fait, alors là pour le coup, autant je suis très souple mais je me dis que pour comprendre comment ça fonctionne, il faut vraiment avoir je prends avec de la lecture globale, vous allez vous. Mais oui, il ne s'agit pas. Donc une balade, mais oui. Une balade, la forme de la balade, c'est A, reprise de A, coda, B et refrain. Et alors là, j'ai une version instrumentale, c'est une version un peu maison qu'on a faite avec 2 autres amis. Un sistre qui va nous jouer la partie contre-ténor, un cantus, une flûte au cantus, Gaïané Donéyan, je leur dis quand même leur nom, Gaïané Donéyan à la flûte et Richard Maignan au sistre, et je suis au ténor à la vielle à l'archet. Et je me dis, pour vous dire quand même de quoi il s'agit, je vous donne le texte, je veux loyalement et aimer, tout dit sans penser les durs, on ne m'en doit jamais blâmer, ainsi dire que tant que dure, je dois mettre ma cure d'aimer très parfaitement, de cœur et d'entendement. Alors, je sais pas. Il s'est mis en veille, mais a priori, voilà, ça y est, il est en train de... Ah, j'ai un fond d'écran magnifique. Je suis désolée. Ah non, c'est bon. Je suis absolument désolée. Tu veux quelle plage? La 4, s'il te plaît. Voilà.
Voilà. En dehors de ces règles d'interaction entre les figures de notes, les changements de mensuration n'affectent pas la durée des minimes. Pour changer cette durée et avoir un niveau de division supplémentaire, les compositeurs recourent à une écriture rythmique proportionnelle. Cette écriture rythmique proportionnelle se manifeste de deux manières, soit par un changement d'aspect de figure de note, soit par un signe de proportion. Les deux systèmes peuvent cohabiter et il peut même arriver qu'on les combine pour cumuler ces proportions. Dans notre manuscrit, dans les pièces en prolation majeure, c'est-à-dire où les semi-brèves sont subdivisées en 3 minimes, nous trouvons des figures de notes en rouge qui signifient une proportion de 3 pour 2, celle qu'on a vue. Et des figures de notes à double hampe, un trait en haut et un trait en bas, qui signifient la proportion inverse, 2 pour 3. Ces figures de notes sont binaires et ne sont sujettes à aucune des interactions dont je vous ai parlé plus haut. Souvent, ces deux sortes de figures de notes sont employées simultanément au cantus et au contre-ténor. On peut se demander si ce serait une manière de souligner l'opposition entre leurs proportions. Nous y avons également une écriture rythmique proportionnelle dans laquelle des signes ou des chiffres indiquent un rapport entre un nombre de figures de notes qui succède à un autre nombre de figures de notes auxquelles ils se substituent dans la durée déterminée par le premier. Par exemple, dans le manuscrit de Chypre, un demi-cercle inversé est couramment employé pour noter une proportion de 4 pour 3. Dans cette écriture rythmique proportionnelle, les proportions les plus couramment employées sont les proportions pythagoriciennes, celles du calcul sur le monocorde, de l'octave, de la quinte, de la quarte et du ton. Ce phénomène d'unification des paramètres de durée et de hauteur intervient au moment même où, compte tenu de la prédominance des tierces et des sixtes dans le contrepoint, le système pythagoricien, bâti sur la justesse des quartes et des quintes, s'effrite, comme le montre Christian Meyer dans ses travaux sur l'évolution de la division du monocorde pendant la période médiévale. Peut-être peut-on y voir la volonté de maintenir la permanence du système pythagoricien rattaché à la pensée timéenne qui donne à la musique et à ses consonances un statut d'imago mundi. Dans notre ballade, des signes, des cercles pointés, une fois, deux fois, trois fois, un double cercle et des chiffres ont une signification proportionnelle donnée par une règle écrite en dessous du texte musical. Là, voilà. Cela entraîne une cascade de significations. Une règle donne une signification proportionnelle à des signes qui, placés devant des figures de notes, leur donnent une signification rythmique. Dans cette pièce, les règles d'interaction entre les figures de notes ternaires sont maintenues, ce qui donne une sorte d'élasticité au rythme. Cette cascade de signification situe cette notation proportionnelle dans le sillage des théories médiévales du signe, dans lesquelles l'opposition entre les signes naturels qui ont un rapport de cause à effet, comme la fumée pour le feu, l'allaitement pour l'enfantement, et les signes artificiels, conventionnels, comme les enseignes ou les signes linguistiques, est très marquée. Puisque ces signes sont conventionnels, on peut en changer la signification à loisir avec une règle. Ce jeu sur les changements de signification a pu aller très loin. Lors des disputatio à l'Université de Paris, le répondant pouvait donner comme obligation à son opposé que durant la dispute, le mot « Anne » signifie « Dieu ». Quelles sont les proportions qui figurent dans la règle de cette ballade ? Nous y avons 3 proportions pythagoriciennes, les proportions bien connues du ton, 9 pour 8, de la quinte, 3 pour 2, et de la quarte, 4 pour 3. Ces proportions y sont désignées dans les termes que Boès emploie dans son institution arithmétique, pour nommer les proportions de calcul des hauteurs sur le monocorde, épogdia, hémiole et épitrite. Cela rattache bien ce système de notation des durées à celui du calcul des hauteurs. Nous y avons également 2 proportions pythagoriciennes inversées, 2 pour 3 et 3 pour 4. Mais cette fois, elles sont désignées avec une terminologie qui fait référence à leur qualité arithmétique, sous sesquialter et 2 pour 3 et sous sesquitierce 3 pour 4. Le préfixe sesqui désigne toujours chez Boès, des proportions superpartielles, c'est-à-dire que le plus grand des termes égale le plus petit plus 1. Puis viennent les proportions les plus rares, 5 pour 2, 7
pour 2, 5 pour 3, 7 pour 3 et 10 pour 3. Toutes sont dérivées de proportions pythagoriciennes, sauf une. 5 pour 2 et 7 pour 2 découlent de la proportion de la quinte, 3 pour 2. La proportion sesquialtère ou hébiole. 5 pour 2 est une proportion double sesquialtère et 7 pour 2 une proportion triple sesquialtère. C'est-à-dire que le plus grand terme égale le double ou le triple du plus petit terme plus 2. 7 pour 3 et 10 pour 3 proviennent de la proportion de la carte, 4 pour 3. La proportion sesquitierce ou épitrite. 7 pour 3 est une proportion double sesquitierce et 10 pour 3 est une proportion triple sesquitierce. En revanche, 5 pour 3 n'est pas une proportion pythagoricienne, sa dénomination est super bipartiens tertia, c'est-à-dire que le plus grand terme, 5, égale le plus petit, 3 plus 2. Si l'emploi de ces proportions avait suivi une logique strictement pythagoricienne, elle n'y aurait pas figuré. Je vous propose d'écouter ces proportions. Donc, au tout début, ah oui, alors on a une petite coquetterie là, à la première mesure du cantus qui est vraiment typique de l'époque. On a une minime, puis une semi-brève pointée, donc elle vaut 3 temps, puis 2 minimes, mais qui sont séparées par un point. Ça veut dire que la deuxième minime n'est pas altérée. Ça, c'est vraiment typique de la pensée, de l'écriture de l'époque. Ensuite, on a proportion super particien tertia, donc au contre-ténor au début du deuxième système. Ensuite, un long passage en proportion 7, 8, 9 pour 8. Ensuite, après le signe de congruence, au début de la coda, proportion sesquialtère. Ensuite, au début de B, sesquitierce. Et là, la proportion sesquitierce, normalement, appellerait plutôt un monnayage en binaire, mais là, on a du ternaire parce que sesquitierce, c'est 3 pour 4, pardon, 4 pour 3. Ensuite, sous sesquialtère, sous sesquitierce, double sesquialtère au refrain, triple sesquialtère, double sesquitierce, voilà. Et triple sesquitierce, donc voilà, à la toute fin. On va l'écouter.
On va pas faire les reprises. Il peut paraître étonnant que la nomenclature de ces proportions soit tirée de l'institution arithmétique de Boès, mais ce traité très spéculatif est fortement teinté de néoplatonisme, selon lequel la connaissance des nombres est le premier accès à la sagesse. Sans cette connaissance, aucune spéculation philosophique ou théologique n'est possible. Écrit au tournant des 4e et 5e siècles, ce traité est un maillon décisif pour la transmission des mathématiques antiques à l'Occident médiéval chrétien. Il a bénéficié d'une réception qui s'est prolongée jusqu'à la Renaissance. Au 14e et 15e siècle, il fait partie de l'enseignement de la faculté des arts. Jean de Mur, l'un des principaux théoriciens de la notation de l'Ars Nova français, y a consacré un court traité, le livre 1 de son Quadripartitum Numerorum. L'expression numérique et la dénomination de ces proportions est sujette à une tension que l'on retrouve dans la manière dont elles sont placées dans le texte musical. Vous l'avez peut-être remarqué, les proportions pythagoriciennes ou dérivées se succèdent, pas toujours immédiatement, selon une logique implacable. Tout d'abord, les proportions sesquialtères et sesquitierces, puis sous-sesquialtère et sous-sesquitierce, puis double sesquialtère et triple sesquialtère, et enfin double sesquitierce et triple sesquitierce. En termes numériques, cela donne 3 pour 2, 4 pour 3, 2 pour 3, 3 pour 4, 5 pour 2, 7 pour 2, 7 pour 3, 10 pour 3. Si la logique de leur expression numérique avait prévalu plutôt que celle de leur dénomination, nous aurions eu la succession de 5 pour 2, 7 pour 2, 5 pour 3 et 7 pour 3, au lieu de 5 pour 2, 7 pour 2, 7 pour 3, 10 pour 3. Mais la proportion superbipartia tertia est placée au tout début de la ballade, à la mesure 6, tout comme la proportion 9 pour 8. Voilà. La place de ces deux proportions n'est sans doute pas indifférente. Il y a une coïncidence probablement intentionnelle entre les termes de la proportion époque d'Ia, 9 pour 8, et la place qu'elle occupe dans le texte musical aux mesures 7, 8, 9, 10. J'appelle mesure, pas comme commodité de langage, la succession des brèves. D'ailleurs, la mesure 8 porte des minimes à double ampe, probablement pour souligner cette proximité. La proportion superbipartia tertia, 5 pour 3, est rattachée aux autres proportions de l'épisode proportionnel que nous venons de voir par l'entremise de la proportion 10 pour 3, la proportion triple sesquitierce, de la manière suivante. 5 pour 3 et 10 pour 3 ont un rapport double. 5 pour 3 est placé à la mesure 6. 6 est le premier des nombres parfaits. 10 pour 3 débute à la mesure 56 et 56 est le double de 28, l'autre nombre parfait compris entre 1 et 100. Ces nombres sont dits parfaits parce qu'ils sont égaux à la somme de leurs diviseurs. 6 égale 1 plus 2 plus 3 et 28 égale 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. Il est probable que ces endroits soient significatifs car les nombres parfaits sont rares et leur équilibre arithmétique leur donne une importance symbolique forte. Par contraste, voici ce qu'écrit Boès sur la qualité des nombres abondants dont la somme des diviseurs les excède. Ces nombres sont tels que ces parties surpassent, ressemblent à un être qui serait né avec des mains en grand nombre, plus qu'il n'est naturel, comme un géant aux 100 mains, ou avec 3 corps réunis, ou toute monstruosité produite par la multiplication des parties naturelles. Je vous donne la traduction qu'en donne Jean-Yves Guillaumin aux Belles Lettres. Plus généralement, j'ai pu constater dans la structure numérique des pièces du manuscrit de Chypre, où cette écriture proportionnelle complexe est employée, des effets de forme qui s'affranchissent du strict cadre des proportions pythagoriciennes, des effets que l'on peut comprendre à la lecture du traité d'arithmétique de Boès, avec, par exemple, la mise en valeur par des mouvements cadentiels ou des événements proportionnels de la suite des nombres plans, triangles et carrés, de nombres cubes, de la suite des nombres pairement-pairs, c'est-à-dire des puissances de 2, et une grande place donnée aux nombres parfaits, à leurs diviseurs, mais aussi à leur construction.
Cet affranchissement peut aussi se traduire par un usage des nombres en fonction de leur symbolique chrétienne. Notre ballade est dédiée à la Vierge Marie. Sur toute fleur, la rose est coloriée, et vouérement pleine de toute odeur. Pareillement est la Vierge Marie, de grâce pleine et très tout honneur. Plus qu'autre nulle et de vraie douceur, s'y fait moute bien, s'il qui le veut servir, très purement, nuit et jour, sans faillir. Peut-être y a-t-il aussi une dimension mariale avec l'usage de ces proportions dans le déroulement de cette pièce. Nous avons vu que la succession à partir des proportions sesquialtères et sesquitierces, des proportions inverses, doubles et triples qui en découlent, est assez proche d'un système génératif. Dans l'autre pièce du manuscrit, où ces proportions sont employées, elles sont disposées de manière beaucoup plus statique de part et d'autre d'un axe qui est, là voilà, matérialisé par une proportion sous sesquitierces. Voilà la disposition des proportions dans l'autre pièce, et voilà la disposition des proportions dans la ballade 97, la nôtre. Et surtout, nous trouvons la récurrence du nombre 7. 7 dans la place des proportions ainsi engendrées. 7 dans l'arithmologie antique est un nombre virginal en ce qu'il est le seul de la décade à n'avoir ni multiple ni diviseur. Jean de Mur, dans le prologue du livre 1 de son Quadripartitum Numerorum, le décrit comme n'étant ni généré ni générant. Dans la symbolique des chrétiennes des nombres, en particulier chez Isidore de Séville, 7 signifie le Saint-Esprit à cause du repos du 7e jour. Les proportions inverses, sous-sesquialtères et sous-sesquitierces, forment un bloc de 7 mesures qui débute à la moitié de la ballade et s'achève à la mesure 37. Puis chacune des proportions triples s'achève sur une mesure qui porte un nombre dont le chiffre des unités est 7. La proportion triple sesquitierce, 10 pour 3, débute à la mesure 56, mais se prolonge à la mesure 57. La proportion triple sesquialtère tombe à la mesure 47. Autrement dit, il y a une interaction entre la dénomination de ces proportions, triple sesquialtère et triple sesquitierce, et la place qu'elles occupent dans le déroulement du discours musical. Et on comprend maintenant l'emploi de cette proportion tout à fait étrange de 10 pour 3, puisque c'est précisément la proportion triple sesquitierce. Mieux, la proportion sesquitierce, 4 pour 3, s'achève à la mesure 27. Et la première proportion de cet épisode, la proportion sesquialtère, est placée à la mesure 21, le produit de 7 par 3. Et souvenez-vous que la proportion 9 pour 8 débute à la mesure 7, ce qui est un moyen de la rattacher à ces autres proportions. 9 est le triple de 3. Nous avons vu que la proportion 5 pour 3, superbi par science tertia, a pour fonction d'intégrer la perfection du nombre dans cette construction à la fois numérique et symbolique. Eh bien, si l'on examine la place des proportions doubles sesquialtères, si on examine la place des proportions doubles, la proportion double sesquialtère se trouve à la mesure 46 et la proportion double sesquitierce se trouve aux mesures 50-51. La mesure 56 étant, pour ainsi dire, déjà prise par la proportion triple sesquitierce. Peut-être est-ce une manière d'aménager un intervalle de 6 mesures entre ces deux proportions. Cette interaction entre ces proportions triples et le nombre 7 pourrait bien avoir un arrière-plan théologique. La Trinité serait évidemment figurée par les proportions triples et la virginité de Marie, la conception du Christ par l'opération du Saint-Esprit, figurée par le nombre 7. Je me demande si l'insistance portée sur ce nombre, ni généré, ni générant, n'aurait pas un lien avec le dogme de l'Immaculée Conception, selon lequel Marie aurait non seulement engendré Jésus en dehors des conditions naturelles de la reproduction humaine, mais elle l'aurait elle-même été aussi, ni générée, ni générant. Sans vouloir m'avancer plus, il se trouve que le XIVe siècle a été secoué par des querelles sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Les débats entre maculistes et immaculistes ont été violents.
Et un des arguments des immaculistes était de dire que Marie est plus parfaite que les saints et que les bienheureux. On peut imaginer que le compositeur, pour la bien servir, ait eu l'intention, avec des jeux de signes, de fonder dans la vérité éternelle des nombres une vérité de foi, une croyance, somme toute, assez indémontrable. Pour terminer, je voudrais vous montrer une accélération absolument fantastique qu'on trouve dans notre manuscrit, au virlet 17 de notre manuscrit. Elle commence au 8 semi-bref doublement, à double emploi. Hein. Donc on est en temps parfait pour relation, en temps imparfait pour relation majeure, c'est-à-dire que la mesure c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on a successivement, je vais vous montrer sur la transcription, 8 semi-minimes de proportion sous sesquialtère. Ensuite, 9 minimes en proportion sesquialtère. Ensuite, 12 semi-minimes. Ensuite, 18 semi-minimes sesquialtères. Et ensuite, 24 minimes quadruples. C'est-à-dire que là, il emploie toutes les outils de la notation proportionnelle pour faire une accélération. Enfin, là, pour les médiévaux, c'est une rapidité qui est pas imaginable. Enfin, si, justement, il l'a imaginé. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, ta, ti, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pardon. 1, 2, 3, ta, ti, ta, ti, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est énorme. C'est énorme. Et donc. Ah, il dit un texte pour le remplir. Oui, bien sûr. Oui. Ah, j'avais une super conclusion, évidemment, je l'ai perdue. Ça, on ne peut pas l'entendre, ça? Non. Alors, si je peux vous faire entendre. Oui, je sais bien. Oui, je suis désolée. Mais voilà, si c'est là. Cette formidable accélération et l'emploi de valeurs si rapides me fait penser aux querelles sur la structure du continu, telles qu'elles sont présentées dans l'ouvrage de la théologie aux mathématiques, l'infini au XIVe siècle, dirigé par Jean Célérette et Joël Bliard. La question était de savoir si le continu, la ligne ou le temps qui coule est composé d'indivisibles, s'ils sont en nombre fini ou infini, s'ils sont contigus ou conjoints, ou si le continu est composé de divisibles infiniment. Ou bien cette accélération est-elle un moyen de tester les limites de la virtuosité des musiciens et faire écho à ce qu'écrit Jean de Mur près d'un siècle plus tôt dans son Notitia Artis Musicae. Digne de louange et bien habile serait le musicien qui, adoptant un même temps égal, chanterait le des chants de bout en divisant ce temps, tantôt en 2, tantôt en 3 parties, ou tout autre nombre de parties. Je vous donne la traduction de Christian Meyer, qui est apparu aux presses du CNRS. Il est impossible de trancher, mais on peut imaginer qu'elle puisse être une sorte de proto-expérience de physique dont la partition musicale serait le support. Je vous remercie. Il n'y a pas ces partitions, il n'y en a pas une version moderne? Si, bien sûr, Richard Opine. Oui. Mais non, parce que pour comprendre la pensée, vraiment, enfin, en fait, il y a des. Alors bon, mais cela dit, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, vraiment, mais vraiment, je pense que si on veut avoir une réflexion, une analyse sérieuse sur ces musiques, et vous avez vu, enfin, quand même, c'est des effets de notation, c'est que des effets de notation. Il faut mettre la main entre guillemets les mains dans le cambouis, donc vraiment se confronter à leur pensée. Surtout vraiment, leur pensée rythmique naît des interactions entre les figures de notes en particulier. Je comprends bien, oui. Mais bien sûr, mais je vous dis, Richard Opine, je vous la ferai parvenir si vous. Enfin, il faut que je la trouve. Oui, merci. Mais oui, bien sûr qu'elle existe. Mais alors vous verriez les artifices de notation qu'il faut pour transcrire. Justement, les mesures, là, les petits trucs, c'est des mesures, c'est vous qui les mettez? Oui, alors c'est moi, c'est vraiment. Ouais, non, c'est vraiment de la commodité, c'est pour délimiter les brèves. Parce qu'on a l'impression quand même dans le premier que c'était en 9-8, enfin je sais pas quoi. Oui, c'est en 6-8.
Et puis l'autre en 6-8. Oui, c'est en 9-8 et en 6-8, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Mais il ne le pensait pas à l'époque, c'est vous qui le mettez. Si, mais non, bah non, parce que déjà, ces signes 9-8, enfin, Non, mais sans la voir, mais les petits clés, les trucs, c'est vous qui les mettez. Eux, oui, bien sûr, oui. Ah bah, vous avez vu le manuscrit, enfin, vu. Oui, pardon, oui, je vais trop vite. Pardon? Ah non. C'est vous qui reconstituez? Qu'est-ce que je reconstitue? Pardon? Quand vous reconstituez les unités de... Oui, on applique les règles. Oui, mais vous appliquez la règle en supposant qu'il y a des coupures. C'est souvent des points. Et puis alors après, on se guide vraiment par le contrepoint. Dire quand ça colle, c'est on entend bien que c'est un 9-8. Oui, bien sûr. Oui, mais pour eux, ça s'appelle vraiment temps parfait pour relation majeure. Et le 9-8 vient du temps parfait pour relation majeure. Là-dessus, il n'y a pas de... Et là, attendez, comment donc, il superposait jamais Alors là, c'est un des grands mystères. Comment ils synchronisaient C'est un énorme mystère. Peut-être qu'ils avaient des taboulets compositori sur de la cire. Peut-être qu'ils faisaient Après, ils avaient une mémoire incroyable. Vraiment. Alors, est-ce qu'ils avaient la capacité d'abstraction et d'imagination telle qu'ils pouvaient combiner quelque chose comme ça? Ça, honnêtement, je ne peux pas savoir. Mais bon, ce qu'on sait, c'est il y avait des tables avec de la cire. Et alors on a très peu de témoignages de ça. C'est des objets extrêmement fragiles, donc ça a complètement disparu. Et alors, en revanche, probablement que les parties séparées, c'est probablement pour une question aussi d'économie, parce que c'est du vélin. Hein. C'est un objet. La partition est un objet de luxe, absolument. Mais il ne le disait pas, on ne sait pas, dans leur apprentissage, il n'y a pas des textes sur leur apprentissage. Non, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, pas à ma connaissance. Parce qu'en plus, les paroles ne sont pas synchrones, ou quoi? Alors ça, c'est un grand mystère. Dans ce manuscrit, les paroles sont notées très précisément. Mais alors, ce qui est complètement surprenant, c'est que souvent, les phrases musicales ne correspondent pas aux phrases du poème. Souvent, il y a des cadences pour mettre... Alors, c'est des effets de rhétorique, ou de proto-rhétorique, et souvent, il y a des cadences pour mettre en valeur des mots. Et puis surtout, il y a des mélismes absolument hallucinants qui durent. Et en particulier dans ces pièces où on a comme ça des schémas numériques, alors j'en sais rien, mais j'ai l'intuition il a sa matrice numérique, parce que c'est quand même... et encore celle-là, bon, je ne vais pas dire que c'est une des... Enfin, il y a pire, j'exagère, mais il a sa matrice numérique, et puis il met le texte, avec évidemment des effets d'expressivité. On n'est pas non plus dans une absence totale de rhétorique, mais la rhétorique, ça vient... à la période baroque, je veux dire, cette mise en valeur du texte avec des effets... mais oui. Alors si, il y a une chose que je peux vous dire par rapport, on dit souvent que les ligatures, en fait on n'en sait pas, mais les ligatures, c'est une manière de dire qu'on peut avoir des notes dans une même syllabe. Ça fait partie des... Voilà. Voilà. C'est où dans Boès le fait qu'un nombre, c'est comme un être avec des nombres? C'est page 41. Page 41, pardon. Page 41 ouais, de la théorie. Ouais, je l'ai. J'ai vérifié. Ah. C'est génial, c'est drôle. C'est une appréhension du nombre à laquelle on est un peu étranger. Voilà, il est là. Ces nombres sont tels que le premier. Et alors, attendez, sur l'Immaculée Conception aussi, c'est au sens, parce que dans l'Immaculée Conception, c'est normalement le péché originel, c'est pas la question. C'est bien dans ce sens-là qu'il prenait à l'époque, d'accord. Oui, en fait, c'était la question de savoir si au moment de sa conception, elle a été entachée du péché originel. Voilà. Et alors, il y avait ceux qui disaient oui, et notamment c'est Saint Bernard de Clairvaux qui dit mais attendez, si vous voulez que les parents aient conçu sans le péché originel, ça veut dire que les grands-parents, les arrière-grands-parents, et puis il y a tous ceux qui disaient ah non, elle est pure, etc. Et vraiment ça a été ultra.
nombre 7. Oui. Parce que, alors je suis peut-être allée un petit peu vite, je suis désolée, parce que ce nombre n'est ni généré, ni générant. Voilà. Et il est oui, mais entre la décade, dans la décade, entre 1 à 10, c'est le seul nombre qui n'est ni diviseur ni multiple. Ah. Voilà. Et donc, chez les païens, il était considéré comme un nombre virginal. Après, il y a eu toute la numérologie chrétienne tirée des Écritures. Et donc là, il a été attribué, et bien d'autres choses, à l'Esprit Saint. Et puis après, il y a eu cette histoire de Jean de Mur qui dit ni générant ni généré dans le numéro. Et 5 a un symbole particulier ou pas? Pas à ma connaissance. Mais alors j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Chez les néoplatoniciens, c'était le symbole du mariage. 3 plus 2, je ne sais pas. Ouais, sûrement. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'on a vraiment la résurgence de cette pensée pythagoricienne néoplatonique qui émerge comme ça au début du XVe siècle. C'est quand même... et alors, ce qui est rigolo pour articuler avec ce que disait, c'est qu'on a quand même une vision opérative, je ne sais pas si le terme est juste, mais le fait comme ça de mettre en relation deux proportions doubles, enfin des proportions qui ont un rapport double, c'est quand même, on est d'accord, c'est un rapport de rapport, hein, un rapport de, je ne sais pas comment on dit, et donc on a 6 nombres premiers, 50, nombre parfait, 58 double d'un nombre parfait, et c'est là où c'est... Là, il y a quand même quelque chose qui est d'ordre du calcul pratique, quoi. On n'est plus... Enfin, il y a cette espèce de... et je pense qu'il y a probablement une résonance des calculateurs. Enfin, bon, en fait, si je peux te tutoyer, peut-être mieux évaluer que moi à la fois le côté extrêmement archaïque d'une pensée symbolique avec Boès, l'arithmétique, et puis une pensée mathématique très, très opérative. C'est ce qui est étudié de Ritadé. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis vraiment pas. Enfin, et puis plus ça va, moi je suis d'accord. Alors après, le problème, c'est que l'analyse de ces partitions, ça prend un temps fou. Il faut comprendre, faut trouver le truc. Et de Ritadé, elle enlève la partie numérologie. Oui, et puis elle dit que c'était l'irrationalité, patati patati. C'est pas vrai. Elle oppose symbole et mesure. Alors ça, elle oppose symbole et mesure, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle dit, justement, elle dit. De mur, c'est la mesure, c'est plus symbole. Il y a des ah oui, j'ai compris. Ah ben oui, non, mais c'est pas vrai. Le nombre vaut par sa capacité à mesurer quelque chose, non pas par sa valeur. Oui, mais il passe son temps à dire que la Trinité, enfin que non, moi je suis d'accord. Hein. Oui, voilà. Bon, mais et puis, enfin bon, il y a on n'est pas d'accord. C'est la vie, hein. Mais de vrai, je trouve qu'elle elle déplace l'esthétique. Alors c'est vrai que, enfin, on pourrait. Mais elle déplace l'esthétique dans une irrationalité qui, à mon avis... Alors après, elle ne le dit pas, mais elle le suggère quand même beaucoup, me semble-t-il. Hein. Et la preuve, 10 pour 3, c'est quand même c'est la proportion la plus invraisemblable du répertoire médiéval. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est dans un cadre très, très, très... on n'est pas dans l'irrationalité. Hein. Donc... pas tout à fait d'accord. Et je pense que le problème, justement, c'est qu'il travaille sur des transcriptions modernes. Parce que si on se coltine la matière de la notation, ce genre de truc, non. Je pense. Bon. Après, bon, elle dit des choses intéressantes, hein, je ne veux pas... Oui, monsieur, pardon. Oui. En fait, le travail qu'ils font là en fait, il est sur les rythmes. Oui. Et je ne sais pas pourquoi ils sont sur les rythmes, mais en fait, quand j'écoutais le truc là, en fait, je me perdais au niveau des consonances parce que le rythme faisait que, par exemple, il y avait une note et puis il y en avait deux, des fois deux qui étaient en même temps, ou trois qui étaient en même temps. Et en fait, j'arrivais plus à entendre la consonance et j'avais l'impression qu'ils jouaient faux. Ah, peut-être qu'on jouait faux. Ça, c'est vraiment une possibilité, mais je ne crois pas. Non, mais juste de me poser. Oui, mais en fait, oui, j'ai compris. Ce qui se passe, c'est que vu que les rythmes ne coïncident pas, on n'est pas dans une homorythmie, il y a toujours des jeux
de retard et d'anticipation, qui fait que les consonances, les sixtes et les tierces, la sixte, s'il y a un petit retard, paf, ça fait une septième, et paf, ça colle. Si on a une octave, s'il y a un retard à l'intertième, paf, on a la neuvième, etc. Et en fait, c'est toujours ça, qui donne en effet quelque chose de... Mais comment ça se fait, ça, la sixte avec une circonstance on a la septième, ré, face à la si, ré, si, six, vous entendez? Ré, do, si, septième, do, si, la, ça, etc. Bon, je ne vais pas faire. Non, parce qu'il y a l'effet d'attente. En fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'appelle le retard, c'est l'effet d'attente, absolument. Oui, voilà. Et alors, vous avez vu, c'est une espèce d'enchevêtrement rythmique permanent, donc ces phénomènes-là arrivent absolument tout le temps, qui fait qu'on est. Et alors, ça veut dire qu'il faut être vraiment très rigoureux du point de vue du rythme. Sinon. Et chaque voix a son tactus ou bien il y a un tactus commun. Et dans l'interprétation, en même temps, le maître, on l'entendait très fortement. Alors, je ne sais pas si oui, c'est parce que ça, c'était quand même. C'est un Oui. repère quand même très grand. Je ne sais pas si c'est votre interprétation. Il y a deux écoles. Il y a vraiment deux écoles. Il y a les raids comme moi, enfin comme nous. Moi, je pense que si ce truc-là n'est pas là, le reste se casse la figure. Et en plus de ça, là, pour le coup, j'ai vraiment une expérience pratique de la chose. Et on a dû passer par le métronome. Enfin, bon, je veux dire, nous pauvres contemporains. Et alors, c'est marrant parce que au départ, on se regarde tous et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et alors, on se dit, bon, allez, je fais l'autiste, en fait. On dit, allez, je fais l'autiste. Bon, d'accord. Puis, il y a un moment où on a des repères auditifs qui se construisent. Et puis là, tout va bien. Et puis, on voit que le truc est... Enfin, bon, nous, on trouve ça beau. Je sais pas, j'espère que vous avez partagé cette admiration. Oui, mais de toute façon, le phrasé en 9-8 ou 6-8 marche bien. Enfin, on va dire, il n'est pas. Il est là. Oui. Il est là. Oui. Voilà. Mais c'est... Et attendez, c'est des points d'orgue, là? On a l'impression, les petits... Ah oui, alors c'est ce qu'on appelle c'est les points de congruence. C'est... ouais. C'est-à-dire, c'est la fin du A. Donc, on en a un... nos points d'orgue, quoi. Non, parce que ça signifie... Oui, c'est un point de rencontre. Ah, d'accord. C'est là. Ah, d'accord. Voilà, et donc on l'a là. Oui, ouais, on l'a là, ouais, mais c'est pas... Ils sont pas en même temps, d'accord. Oui, c'est ça. Il y en a un qui dit, ça y est, on se repère à l'autre, c'est ça? Non, normalement, on est chargé à arriver tous en même temps. Ah, d'accord. C'est le jeu. Pourquoi il est sur une voix, il est tantôt sur le ténor, et avant, il est sur le cantus? Ah non, ils arrivent en même temps. Oui, je vais vous montrer là. Oui, c'est vraiment, oui, c'est un repère, voilà. Ouais. Voilà, c'est exactement, oui. Voilà, à la transcription, ça donne ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, c'est le signe de reprise, en fait. C'est le signe de reprise de l'époque. Et c'est vrai que c'est un signe qui a... Hein? Non, mais en fait, on y arrive à... Oui, voilà. Bien. Merci. Merci à vous. Merci pour cette belle journée. Alors, attendez, il faut que j'aille couper la prochaine séance. François, je peux te le couper. Hein. T'es là-bas, oui. Je suis venu à distance pour voir cette dernière exposé. Les nombres m'ont porté jusqu'à vous. D'accord, Mathias. Tu coupes et puis tu m'envoies tout ça après. Hein, d'accord? Merci. Prochaine séance, c'est en mai. Alors, cette fois, c'est maths. Hein, c'est sur Zalamea. Ça va être